Allez, la salle? Alors, on commence toujours par les étudiants qui ont préparé leurs questions. Alors, je vais laisser un... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été préparées? Monsieur Cameron, c'est toujours lui qui lance, c'est bien, je n'ai même pas besoin. Hop, Monsieur Cameron, je sais qu'il y aura une première question. Les autres, vous préparez vos questions en attendant. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Ma question va concerner les exportations d'armes. Et donc, ne pensez-vous pas qu'ils sont indispensables de structurer une identité européenne pour l'armement, pour proposer une offre européenne unique et favoriser les exportations d'armes pour compenser du coup le différentiel entre crédit européen et budget américain? Madame Merkel a d'ailleurs affirmé lors du sommet Munich ce week-end qu'il y avait encore beaucoup de questions à discuter sur ce sujet, mais le temps n'est-il pas l'ennemi de l'Europe actuellement? Oui, on va prendre d'autres questions, on y répondra, mais bon, c'est une chose qu'on n'exporte pas, c'est les armes nucléaires. Hein, donc je voudrais me rassurer. Donc la question est un peu décalée par rapport au sujet du jour. Alors, d'autres questions. On va passer monsieur. Et voilà, il y a monsieur là, monsieur qui est juste là, et on ira vers vous, monsieur. Et voilà, je vous ai vu. Oui, bonsoir, merci. La question que je pose, c'est comment est-ce que vous analysez la stratégie des Russes? Parce que si l'Europe veut développer une stratégie, il faut déjà comprendre la stratégie des Russes. Et à cet égard, moi, ce qui m'étonne, c'est que tout ça risque de déboucher sur une course aux armements. Et est-ce que la Russie a vraiment les moyens d'aller vers une course aux armements? Parce que c'est une économie extrêmement faible qui ne s'est pas relevée depuis la chute du communisme. Le PIB de la Russie est inférieur au PIB de la France. C'est donc un nain vis-à-vis des États-Unis et un nain économique vis-à-vis de la Chine. Donc, quelle est la stratégie derrière? La stratégie de la Chine. Monsieur là-haut et ensuite monsieur là. Parce que comme on est un peu pressé par le temps ce soir, mais c'était bien parce que les interventions étaient construites. Oui, bonsoir. Voilà. Pour rebondir, mais surtout élargir la question, finalement, quelle est la réelle crédibilité technique de l'armement nucléaire russe, britannique, français, quand on voit qu'effectivement, ils sont de même ordre de grandeur en termes de dépenses militaires? Très bien, merci, monsieur. Et puis après, on laissera répondre et je prendrai un dernier jeu de questions parce que l'heure a tourné. Merci bien pour toutes vos explications. Je pense que j'ai plutôt la question à Madame Céline Jurgensen. Mais avant tout, je voudrais faire deux remarques en ce qui concerne l'agression russe contre, comme vous avez dit, l'agression russe contre la Géorgie et en ce qui concerne la Crimée. En ce qui concerne la Géorgie, je voudrais dire qu'après 2 semaines des événements du 8 août 2008, tous les pays occidentaux ont reconnu que c'était l'agression de la Géorgie contre les casques bleus internationaux, y compris les Russes. Et c'est pourquoi la Russie, a été obligée d'intervenir. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est plutôt le coup d'État anticonstitutionnel. Très bien, je veux... Oui. Posez votre question. En 2 minutes. Attendez, au maximum. On n'est pas sur ni la justification ni l'explication des interventions russes dans le pays. Vous avez cette position, très bien, vous l'exprimez, mais là, je voudrais qu'on pose vraiment les questions. Donc, si vous avez une question, vous adressez votre question, sinon... et de plus, aujourd'hui, vous avez mentionné que la Russie a violé le traité FNI, Force intermédiaire nucléaire. Pour le moment, je n'ai pas entendu aucune preuve. D'accord. En ce qui concerne cette violation. Non, mais attendez, posez votre question. Toutes ces questions. Ma question est suivante. S'il n'y a pas pour le moment de vrais faits de violation de la Russie du traité nucléaire, force intermédiaire, pourquoi vous avez accusé seulement la Russie, pas les États-Unis et pas... Attendez, monsieur, en ce qui concerne cet accord. On n'est pas dans un système accusatoire. On constate aujourd'hui... Mais pour le moment, aujourd'hui, vous avez parlé beaucoup de la violation de la Russie de cet accord.
Oui, si, pour le moment, s'il est apporté pour le moment, pas de preuve d'utilisation de l'arme aux distances plus de 500 km. On connaît la position, bien russe sur la portée du missile qui ferait que, selon la Russie, elle resterait en deçà de 500 km. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. La situation internationale fait que, de toutes les façons, il y a eu une réponse de M. Poutine à la position de M. Trump qui fait que, pour nous, Européens, en tout cas, on se trouve devant ce qu'on constate, ce déficit qui est que des deux côtés, le traité est dénoncé. Voilà, c'est tout, on s'arrête là. Donc à partir de là, vous pouvez poser votre question. Ma question suivante, quelles sont les vraies preuves que la Russie a violé cet accord? Est-ce qu'il y a eu les cas quand la Russie a testé les missiles d'une portée plus de 500 km ou moins de 5500 km? Si c'était, mais dans ce cas, quand? Très bien. Alors, une autre question. On va peut-être laisser répondre les orateurs et puis on prendra le deuxième jeu. Il y a des questions notamment devant. Ils sont en train de vérifier les mètres manquants ou les kilomètres manquants. Alors, Céline. Merci beaucoup et merci beaucoup de vos questions. Une remarque sur la remarque de Louis qui est extrêmement importante. On n'est pas mécontent en effet que la question se pose dans l'OTAN. Il est clair qu'il est important, y compris pour les intérêts de sécurité de la France, que cette dissuasion élargie américaine soit crédible. C'est important pour nos partenaires européens, c'est important aussi pour la France. Je voulais juste faire ce point en réponse à ta remarque. Sur les exportations d'armes, comme tu l'as dit, ce n'est pas un sujet nucléaire, donc je ne vais pas entrer dans tous les débats sur ce sujet. Il y a des discussions avec l'Allemagne. S'agissant de la stratégie de la Russie, moi je ne suis pas dans la tête du président Poutine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une véritable remontée en puissance militaire russe depuis le milieu des années 2000. C'est le cas également en matière nucléaire avec une modernisation de toute la triade. Et puis, pour rebondir sur la dimension déclaratoire, parce qu'on a regardé ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rhétorique russe sur le nucléaire qui est extrêmement présente et qui participe de ce que la revue stratégique française de 2017 a appelé de l'intimidation stratégique, y compris avec des menaces à l'égard de certains partenaires européens, notamment la Suède, si elle avait l'idée de rejoindre l'OTAN. Ça ne veut pas dire nécessairement que le seuil d'emploi du nucléaire par la Russie a diminué, mais en tout cas, il y a une ambiguïté qui existe et qui est maniée. Quant à la crédibilité, écoutez, en tout cas, il y a cette remontée en puissance, cet effort de modernisation qu'on a pu voir dans tous les domaines. La guerre en Syrie a montré, si besoin était, que les capacités militaires russes étaient crédibles. Donc, je pense que sur ce point, il y a une crédibilité. Ce qui n'empêche que, comme vous l'avez dit, il y a des vulnérabilités, sans doute, de la Russie, économique, démographique, politique, mais néanmoins, en tout cas sur le plan militaire, il y a un arsenal qui est crédible. Juste un sur la question de la violation russe. Je vous ai lu l'extrait du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est la position des autorités françaises, c'est la position aussi des alliés européens et on n'a pas pour habitude d'adopter des positions sans avoir nos propres moyens, notre propre autonomie d'information, de décision et d'action. Donc il y a aussi une réflexion propre, française comme européenne, qui a mené
à cette reconnaissance qu'il existait une violation par la Russie de ce traité sur les forces nucléaires intermédiaires. J'ajouterais par ailleurs, puisqu'on parlait de l'Ukraine, qu'il y a également eu une violation par la Russie du mémorandum de Budapest, qui est puisqu'on parle du délitement de l'architecture de sécurité en matière nucléaire, il faut rappeler aussi cet accord qui était extrêmement important, un accord de 1994, et qui avait convaincu l'Ukraine d'abandonner son arsenal nucléaire. Il faut quand même se rappeler qu'à la fin de la guerre froide, l'Ukraine avait le 3e arsenal nucléaire mondial. Elle a eu beaucoup de mal à l'abandonner, elle a eu beaucoup de mal à rejoindre le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires parce qu'elle n'était pas totalement rassurée par ses voisins. Et pour la rassurer, pour la convaincre de rejoindre le TNP, les 3 États dépositaires du TNP, que sont les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, ont conclu cet accord qui s'appelle le Mémorandum de Budapest et qui garantissait la sécurité de l'Ukraine et l'inviolabilité de ses frontières en échange du renoncement par l'Ukraine de son arsenal nucléaire. Et ce mémorandum de Budapest a été, les engagements qui ont été inclus dans ce mémorandum de Budapest ont été rappelés bilatéralement par les États-Unis et la Russie lors du traité New Start de 2010, donc un instrument juridiquement contraignant. Alors, je vais passer la parole à Manuel. Non, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on peut regretter, c'est un simple constat, c'est-à-dire qu'au temps de la guerre froide, on a quand même pu négocier ces traités et de se retrouver dans une situation aujourd'hui d'adversité qui fait que, notamment pour les Européens, on ne soit pas dans la situation de pouvoir discuter comme le traité auquel on était parti, qui sur les forces conventionnelles européennes, on n'était pas parti sur le FNI. Voilà, donc ça c'est, je crois, collectivement, la stabilité de l'Europe imposerait qu'en tout cas on réfléchisse à ce que pourrait être cette nouvelle architecture. Je rappelle d'ailleurs que dans les traités de désarmement, et ceux que tu citais, on avait notamment cet intérêt, c'est qu'il y avait des mécanismes de contrôle. Donc Manuel, par rapport à la question qui était posée sur les mécanismes de contrôle du respect des traités, qui est absolument essentiel en matière de désarmement, par rapport à ce missile. C'est la fameuse phrase, et il me semble que justement c'est sur le traité FNI de Reagan qui disait « faire confiance mais vérifier », en reprenant un proverbe russe à l'époque pour désarmer les questions posées par les Russes qui disaient « mais pourquoi vous voulez des mesures de vérification intrusives, vous ne nous faites pas confiance ?» Donc Reagan avait utilisé ce proverbe-là. Et effectivement, la Russie conteste le fait qu'elle ait violé le traité. Simplement, à partir du moment où il y a des doutes, des inquiétudes, des soupçons, voire plus que ça en termes de violation, et où il n'y a pas de possibilité de constater effectivement ce qui s'est passé, les pays, non seulement les États-Unis, mais les pays européens, sont bien obligés de prendre des décisions sur la base des informations dont ils disposent. Et effectivement, maintenant, il y a convergence d'un certain nombre de pays pour considérer que, jusqu'à démonstration du contraire par la Russie, il y a bien violation du traité. 2 points rapidement sur les exportations d'armes. Effectivement, ce n'est pas directement le sujet, mais néanmoins, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Et d'ailleurs, c'est effectivement un sujet, on n'est pas les seuls à être d'accord, puisque c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle qu'il faut avancer là-dessus. Angela Merkel l'a dit à la conférence de sécurité de Munich. Ce n'est pas juste un sujet franco-allemand, même si la dimension franco-allemande est importante, vu la place des 2 pays dans la relance de la coopération industrielle, vu les accords de Brest-Schmitt, etc. Mais j'ai encore vu dans la presse ce matin qu'il y avait des tensions entre l'Allemagne et les Britanniques. Pour moi, au-delà, ça va plus loin que juste le contrôle des exportations d'armement. C'est le sujet on risque d'en être rendu au point où l'Europe de la défense aura avancé plus vite que l'Europe de la politique étrangère. Et donc, on a un certain nombre de sujets pour que la politique étrangère des Européens avance à peu près à un rythme suffisant pour pouvoir effectivement savoir ce qu'on fait de nos coopérations en matière industrielle. Et sur la stratégie russe, juste pour préciser ce qu'a dit Céline, mais je pense qu'elle sera d'accord, c'est justement à cause de la contrainte économique que la Russie est rentrée dans cette logique d'ambiguïté délibérée. Ce n'est pas une conséquence, la stratégie d'ambiguïté n'est pas la conséquence de ce qui est en train de se passer. C'est justement parce qu'elle peut jusqu'à un certain point faire des choses, mais au-delà, elle a une contrainte, et notamment une contrainte économique forte, qu'elle a privilégié cette stratégie d'ambiguïté. Pendant un temps,
ça a pu effectivement lui profiter et jouer à son avantage. Là, manifestement, une des explications de l'attitude américaine, c'est de considérer qu'il faut justement empêcher les Russes de faire jouer l'ambiguïté de façon asymétrique à leur profit, où eux s'exonèrent de certaines contraintes en contestant qu'ils s'en exonèrent, pendant que les Américains, eux, sont contraints. Comme en plus de ça, il y a les considérations liées à la Chine, effectivement, le calcul pour l'administration américaine était vite fait. Merci. Alors, je prends 2-3 questions. Monsieur, allez-y. Vas-y. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure d'un débat au sein du Bundestag et de l'initiative d'un député de la CDU. Est-ce que plus globalement, la société allemande est prête à un grand débat sur la question du nucléaire militaire? Merci. Ouais, bonne question. D'autres monsieur, là, et monsieur après, mademoiselle? Là, il y a quelqu'un dans les tribunes, là, de ce côté-ci? Bon, c'est pas grave, je vous ai vu. Hein. Ce sera la troisième question. Et... Bon, ma question, c'est l'Europe commence à avoir peur d'offrir une participation à la force atomique française, et peut-être une opportunité, mais quelle est la valeur de ce qu'on pourrait offrir et quelle est la valeur opérationnelle de la force française? Ah oui, c'est une question qu'avait posée monsieur. Bah, en tout cas, pardon. Non, mais on n'y a pas répondu. Donc, est-elle prise au sérieux par les éventuels participants? Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, sur cette génération d'armes, la France a à la fois une gamme d'options, de vecteurs et de composantes qui ont fait que, de manière très cohérente, sa force de dissuasion est sans doute une des plus modernes au monde. Parce que les Chinois ont des handicaps sur une de leurs composantes au moins, et nous avons renouvelé en phase à la fois les porteurs, les sous-marins, nouvelle génération, le Rafale et les missiles. Alors on commence à rentrer dans la discussion sur les têtes, bien sûr, sur la troisième génération. Je signale en plus de ça que la France a qualifié un outil de simulation, là aussi, que d'autres pays n'ont pas. Donc d'un point de vue technique, sur la Grande-Bretagne, c'est un vrai sujet. Tout dépend des coopérations qu'ils nourrissent avec les Américains. Ils sont dans la roue des Américains. Et ensuite, les Américains, c'est intermédiaire, mais ils sont en train de repartir... vraisemblablement comme les Russes l'ont fait aussi dans des modernisations de toute une partie de leur panoplie. Alors, il y avait une question là, monsieur. D'ailleurs, pour nous, c'est un vrai sujet, hein, parce que justement, la prévision sur cette troisième génération fait que dans le budget français, les technologies sont évidemment de plus en plus coûteuses, le durcissement, la furtivité, etc. Et donc, la section nucléaire, qui avait déjà un poids très important sur le budget du ministère de la Défense, dans les années à venir, n'est amenée qu'à croître, pratiquement à doubler. Monsieur, j'ai fait pour vous permettre que le micro arrive jusqu'à vous. Oui, juste donc une transition par rapport aux questions qui ont été posées. Juste très rapidement, oui, en termes de nombre de sous-marins, de SNLE, est-ce que vous pensez que 4 c'est suffisant? Et bon, après je passe sur ma question. Voilà. Juste, on parle de tout ce qui va être autonomie stratégique des Européens, ambition et donc opinion publique. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà, avant d'avoir tous ces débats-là, il faut déjà réarmer psychologiquement les Européens à défendre leurs intérêts? Premièrement, c'est la base de tout, donc des opinions publiques, donc des citoyens d'une façon générale. Et donc ça, c'est pour le nucléaire, mais ça rejoint aussi le conventionnel. Parce que, par exemple, je donne juste un exemple, la flotte italienne, ils ont renouvelé, ils ont un nombre de frégates relativement important par rapport à leur ambition avec les FREMM, mais à part faire des ronds dans la Méditerranée, ils ne font rien d'autre. D'accord, donc, merci voilà. beaucoup. Merci bien. Il y a une question qui était là? Ah, je ne vous avais pas vu. Oui, très bien. La dernière. Elle est toute simple, c'était un peu pour rebondir sur la question d'avant. Est-ce que la France aurait un réel intérêt à coopérer avec les États européens, par exemple financièrement, et ne perdrait pas une part de, entre guillemets, souveraineté sur l'arme nucléaire? Bon, je vais les laisser répondre. 2 éléments. À un moment, la question avait été posée de patrouille avec les Britanniques pour qu'il y ait un effet de masse sur le nombre de sous-marins européens à la mer au même moment. Et sur la question que vous posez, le programme de l'avion du futur qu'on veut faire avec les Allemands, il n'y en aura plus qu'un, donc il faut aussi qu'ils délivrent la mission nucléaire française. Donc vous voyez, il y a des éléments, mais je vous laisse nos 2 interlocuteurs répondre plus complètement à toutes ces questions. Qui commence? Manuel? Et puis on laissera Céline conclure comme ça. Je commence alors.
Sur le débat en Allemagne, est-ce que la société allemande est prête? Il y a des tas de gens qui sont prêts, simplement ils ne sont pas forcément tous du même bord. La question, ce n'est pas est-ce qu'elle est prête, c'est est-ce qu'elle peut réussir à trouver un consensus, et est-ce que le gouvernement a l'impression que ce consensus pourrait coller avec ce qu'il a l'impression qu'il doit faire. L'Allemagne, c'est un pays qui a décidé de renoncer au nucléaire civil. Donc le débat sur le nucléaire militaire, ce n'est pas exactement la même chose, mais enfin, ça donne quand même une idée de là où on est. Je pense que, clairement, quand on regarde ce qui paraît dans la presse, les papiers qui disent qu'il faut que l'Allemagne ait la bombe, ça c'est hors de question. C'est une option pour vraiment quelques très rares experts très isolés. Surtout, et c'est à mon avis le cas pas juste pour les pays tourmentés dont j'ai parlé, mais notamment pour eux, en fait, ils vont l'avoir le débat. Ils vont l'avoir parce qu'il faut qu'ils renouvellent leur flotte d'avions et qu'un des enjeux est de savoir ce qu'on va faire avec ces avions pour qu'ils soient capables de continuer à emporter les bombes américaines dans le cadre du nuclear sharing. Donc ce débat, il va exister. Le gouvernement sait qu'il ne va pas être agréable. Et justement, d'une certaine manière, moi, ce qui me frappe, c'est la capacité du gouvernement allemand ou d'autres à reculer le débat plutôt qu'à le préparer. Sur la valeur opérationnelle des forces françaises, je suis beaucoup moins expert que les deux personnes avec qui je partage l'estrade. Simplement, par rapport au débat qu'on a vu quand on a travaillé sur ce rapport, c'est effectivement un point qui revenait souvent sur la question de l'européanisation de la force de dissuasion française, c'est-à-dire, de toute façon, elle n'est pas assez grosse pour protéger l'Europe en entier. Alors, je voudrais juste... Il me semble que ce n'est pas uniquement un problème de taille et que, d'une certaine manière, la dissuasion française, comme la dissuasion britannique, c'est une dissuasion du faible au fort, c'est-à-dire qu'elle est faite pour avoir quand même la possibilité d'infliger des dommages inacceptables malgré l'asymétrie des arsenaux. Ça suppose ça a tout un tas de conséquences. On ne peut pas juste le faire parce qu'on a des avions et des sous-marins. Ça suppose tout un tas de choses derrière, mais elle est conçue pour ça. Et donc la question est de savoir dans quelle mesure on accepte effectivement d'européaniser et est-ce que cette européanisation suppose un certain nombre d'ajustements. L'européanisation, elle peut prendre des tas de formes, je vais aller très vite, mais c'est des choses que justement le dispositif français est capable de faire dans un certain nombre de cas parce qu'il l'a déjà fait. Par exemple, vous pouvez européaniser en faisant de la politique déclaratoire. Si vous dites que vous n'envisagez pas que les intérêts vitaux de l'Allemagne soient mis en cause sans que les intérêts vitaux de la France le soient aussi, vous faites en fait exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec les Britanniques. De facto, vous étendez une forme de couverture à l'Allemagne. Donc c'est quelque chose qu'on fait déjà avec les Britanniques. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire avec les Allemands. Sur le nucléaire basing ou le nucléaire sharing, c'est plus facile quand vous avez une composante aéroportée que quand vous avez que des sous-marins comme les Britanniques, etc., etc. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'idée française qui est censée être l'idée de la dissuasion concertée. Pour faire une dissuasion concertée, c'est bien d'avoir une concertation et donc une discussion. Et je rebondis sur ce que disait Céline tout à l'heure. C'est évidemment que c'est très bien qu'on parle de dissuasion et de sujets nucléaires à l'OTAN. Ce qui me semble dommage, c'est qu'on en parle surtout à l'OTAN. Et le but du jeu, ça serait d'en parler ailleurs. Mais je ne crois pas qu'on soit en désaccord là-dessus. Céline. Merci beaucoup. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur la question de la crédibilité de la dissuasion française, les autorités françaises, et notamment les armées et le commissariat à l'énergie atomique, ont pris tout au long des années les mesures nécessaires pour pérenniser la crédibilité de l'arsenal français, y compris en l'absence d'essais nucléaires, puisque, comme vous l'avez rappelé, la France a un programme de simulation qui permet de garantir la fiabilité et la sécurité des têtes nucléaires en l'absence d'essais nucléaires. Par ailleurs, nous avons maintenu deux composantes, contrairement notamment au Royaume-Uni, comme vous l'avez rappelé, qui n'en a qu'une.
Et je dois dire que dans le contexte stratégique aujourd'hui, où il y a plus d'ambiguïté stratégique, il y a aussi un besoin renforcé, on va dire, de ce qu'on appelle en nucléaire de gesticulation, de démonstration. Et cette capacité de démonstration, seule la composante, enfin c'est véritablement la composante aéroportée qui peut l'apporter. Donc vous avez des performances différentes qui sont apportées par ces deux composantes, une complémentarité qui existe, qui est maintenue et qui sera maintenue puisque, comme vous le savez, la loi de programmation militaire 2019-2025 lance le renouvellement des deux composantes. Un dernier mot sur cette question, on a commencé là-dessus et on va finir dessus, d'européanisation de la dissuasion française ou d'accentuation de la dimension européenne de la dissuasion française, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il existe déjà une dimension européenne. Moi, j'hésite un peu avec le terme européanisation parce que ça prête à confusion et en réalité, il y a différentes solutions qui sont possibles. Ça sera évidemment une question pour le président de la République. Donc, si jamais il y a un discours du président Emmanuel Macron, ce sera sans doute une des questions qui seront, en tout cas, qui se poseront. Ça ne veut pas dire qu'une réponse sera apportée. En tout cas, c'est une question qui se posera. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement un problème de taille, ce n'est pas seulement un problème, une question financière. Et puis, il y a l'offre, il y a ce que la France pourrait accepter éventuellement de donner, politiquement, budgétairement, stratégiquement, et puis il y a la demande. Et là, est-ce qu'il y a un intérêt réel de nos partenaires européens pour être protégés par le parapluie nucléaire français? Ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme Manuel l'a dit tout à l'heure, les Européens font tout pour ne pas affaiblir une relation transatlantique qui est déjà mise à mal. La France a souvent été accusée dans le passé de jouer le rôle de cet affaiblissement de la relation transatlantique. Je pense que ça serait mal compris de nos partenaires européens si on jouait cette cartouche-là. En tout cas, c'est un débat, je pense, qui est devant nous. Et qui se fera, s'il se fait, dans des cercles discrets, de façon voilà, hors des écrans radars publics. En tout cas, tous ces enjeux sont devant nous. Et pour finir sur ce que vous avez dit, ça commence en effet par un réarmement des esprits, par cette culture stratégique européenne que le président de la République a appelée de ses voeux dans ses différents discours. Cette culture stratégique commune, elle commence aussi en France et merci à Louis Gauthier de ces conférences qui participent justement au renforcement de cette culture stratégique. Je pense que nous avons beaucoup de travail ensemble à mener de ce point de vue. Merci beaucoup à tous. Merci.